Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Après 11 ans à la tête de la Fédération des syndicats de l'enseignement, Josée Scalabrini va quitter son poste et elle laisse donc ce poste-là en disant là, vraiment que le système d'éducation est en souffrance. On va en parler avec Rémi Villemur ce matin. Bonjour Rémi. Bonjour Karima. Oui, on va revenir là-dessus parce que littéralement, comme on dit, elle a déballé son sac et son constat sur le milieu de l'éducation, sur l'école aujourd'hui, ça devrait nous alarmer. Oui, elle commence par dire qu'il manque d'argent dans le système d'éducation. Elle dit à chaque fois qu'il faut couper quelque part, et Dieu sait qu'il a fallu couper ces dernières années, on coupe dans le système d'éducation. Moi, la seule affaire que j'aimerais rappeler, c'est que la CAQ a presque doublé le budget du ministère de l'Éducation. Donc, à un moment donné, je veux bien croire qu'il manque toujours d'argent, mais il y en a de plus en plus d'argent. Il faut aussi rappeler que les coûts, c'est lié aux matériaux, si on construit des écoles, si on refait des classes, oui, ça a augmenté, mais je pense pas que c'est la critique principale et la plus importante qu'elle a formulée hier. Là où je suis totalement d'accord avec elle, c'est lorsqu'elle note que les professeurs ne sont plus seulement des professeurs. Elle dit, il y a vraiment quelque chose qui se passait à la maison il y a encore quelques années et ça ne se produit plus et ça fait en sorte que les professeurs doivent le faire. C'est quoi ça? C'est élever des enfants, finalement. Au secondaire, on a l'impression que les jeunes arrivent, il faut leur montrer comment manger, il faut les consoler. Moi, j'ai été dans des écoles, là, des petites filles qui étaient en train de brailler dans les couloirs parce qu'elles venaient de se faire laisser par leur chum. Tu leur dis, mais t'as pas des amis, t'as pas des parents? Puis la réponse, c'est non et c'est non. Donc, tu deviens leur ami, tu deviens celui qui console la jeune fille et ensuite, c'est toi qui lui donne une note. Donc, ça ne fonctionne pas, ça. La dynamique, elle est complètement changée. Et les professeurs, qui sont des bonnes personnes, qui ont le cœur sur la main et qui détestent voir la souffrance, se plient toujours aux nouvelles exigences des élèves qui, eux, soit dit en passant, ne sont pas mal intentionnés. Ils ont besoin de voir quelqu'un s'occuper d'eux et ce ne sont plus les parents. Et les parents aussi, ce sont des bonnes personnes, mais c'est qu'ils n'ont plus le temps de le faire. Donc, on est vraiment dans une situation où il n'y a pas de coupable, il n'y a pas vraiment de mauvaise personne, il n'y a pas personne qui s'est débarrassé de ses responsabilités, c'est juste que le système, la vie fait en sorte que tout le monde est pressé. Et il y a quelques années, moi, j'avais lu un passage dans un livre qui m'avait complètement marqué, c'est le professeur que tu dois peut-être connaître, Karima, il y a un historien et professeur en France qui s'appelle Yanis Roder, qui avait noté, lui, il enseigne à des jeunes, et il avait dit, écoutez, c'est rendu que le corps est plus important que la tête. C'est-à-dire que les jeunes, comme ils ont besoin de s'exprimer, eh bien, ils bâillent, ils pètent, ils observent tout autour d'eux. « Ah, j'ai échappé mon crayon. Ah, j'ai vu passer un avion. » Et on a l'impression qu'on n'est plus dans la distance, qui demande parfois le silence dans une classe, c'est-à-dire de laisser le prof s'exprimer, de laisser le prof être un maître. C'est un mot avec lequel on a énormément de difficultés au Québec, surtout en France, ça passe encore, mais ça reste à voir. Donc, ici, on est le copain. C'est copain-copain. Donc, avec le copain, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui dire que ça nous pique. On peut même lui demander de nous gratter, en fait. Oui, ce rapport-là, effectivement, à l'autorité, je te dirais qu'il y a cette réflexion-là aussi en France. On entend maintenant en se disant, est-ce qu'on va pas revenir au vouvoiement avec le professeur pour instaurer une sorte de distance, de respect, cette distance-là dont tu parles aussi, cette verticalité, entre guillemets, pas de façon abusive, c'est pas ça, mais juste de rétablir les choses. Et elle le disait aussi, Josée Scalabrini, qu'elle constatait qu'il y avait une hausse de la violence, des incivilités aussi. Tu as mentionné le fait que est-ce qu'on a le temps aujourd'hui, est-ce qu'on s'occupe finalement des enfants? Elle le dit, elle dit, regardez, là, ce qui arrive, c'est que la mission de l'école, elle dit que c'était en souffrance, là, mais elle dit que l'école s'éloigne de sa mission d'instruire les enfants et elle parle des disciplines du comportement. Elle dit, on va finalement laisser nos enfants le matin à 6h30, on revient les chercher à 6h le soir. Donc, tu sais, tu parlais de toutes sortes de comportements aussi, là, dans une classe, de bouger et tout ça. Il y a des liens aussi, là, qui peuvent être possiblement faits avec tout ça, ce rythme de vie. Oui, puis l'image qu'elle propose, c'est une très bonne image. Elle dit, la seule chose qu'on fait pas, finalement, c'est mettre des pyjamas puis préparer le déjeuner le matin. Puis le déjeuner, en fait, les jeunes, des fois, ils n'ont pas déjeuné. Donc, c'est le professeur qui sort quelque chose de sa boîte à lunch ou qui essaie d'organiser quelque chose en allant voir qui a plus de nourriture. Mais on n'est pas censé être là. Puis un professeur, là,
moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, aujourd'hui, il y a des professeurs en qui j'ai des dettes. C'est-à-dire des professeurs en qui je serai toujours reconnaissant. Et ces professeurs-là, avec le recul, c'était pas les professeurs avec qui j'étais le plus copain-copain. C'était des professeurs qui m'ont parfois sermonné, qui m'ont parfois, pas humilié, mais qui m'ont un petit peu fermé la boîte devant tout le monde, puis qui m'ont fait réaliser que quand t'es jeune, t'as pas tout le temps raison, t'as encore un tas de choses à apprendre, et t'es pas le king. Hein? T'es dans la classe, là, mais t'es pas le king, puis si t'es le king de pas grand-chose, t'es le king de ton casier, puis ça commence à peu près là, puis ça finit là. Puis les professeurs qui sont un petit peu autoritaires, ce sont eux qui s'inscrivent dans notre imaginaire, et ce sont eux qui, des années plus tard, on se dit « Wow, mon Dieu, mais ces gens-là doivent avoir le courage, hein, les profs, et le courage de déplaire. » Parce qu'un professeur qui fait bien son travail, souvent, là, il est mal aimé dans sa classe. Parce que c'est pas le copain-copain. C'est pas lui qui met un film. C'est pas lui qui dit aujourd'hui on met des shorts. C'est pas lui qui dit on sort dehors. C'est celui qui dit, ben écoutez, on a un travail à faire, on va le faire, puis un jour, peut-être, vous m'enverrez une petite lettre parce que vous serez reconnaissant. Mais ça prend énormément de courage. Le courage de déplaire, c'est un des courages les plus difficiles à exprimer dans la vie. Oui, en général, effectivement. Puis ça s'applique à plein de choses dans la vie, en effet. Mais il y a aussi tout le soutien, il y a l'idéologie aussi. Là, tu parles de copain-copain, puis c'est pas d'arriver puis d'avoir des espèces de méthodes de barbares. Et je trouve qu'au Québec, on confond le respect, l'autorité au sens de je vais t'apprendre des choses aussi, on va échanger, et on confond ça avec la violence, alors que ça n'a rien à voir. Là. C'est pas ça du tout. Instaurer un rapport sain où on va justement mettre de l'avant l'instruction. Puis ça, c'est quand même, je pense que c'est important de le rappeler. Puis elle disait aussi toute la réflexion sur l'intégration des élèves en difficulté, que oui, c'était parti d'une bonne intention, mais au final, il y a les élèves justement des classes régulières. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on est en train d'aller vers un nivellement, comme on dit, vers le bas, au lieu de leur donner des outils pour aller plus loin? Il y a encore quelques années, on disait que les moins chanceux dans le système d'éducation, c'était les doués. Les élèves doués, parce que eux autres, ils étaient retardés dans leur développement dans une classe où on les mélangeait avec toutes sortes de gens. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont même plus les doués qui sont les plus mal aimés, ce sont les élèves normaux. Vous savez, les élèves qui n'ont pas de problème. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas particulièrement doués, ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire qu'ils font bien leurs affaires. Et ces gens-là, ils sont mélangés avec un tas d'autres élèves parce qu'on veut que ce soit inclusif, on veut que tout le monde puisse interagir ensemble, parce qu'en fait, on veut que ce soit comme dans une société. Hein, parce que la société s'est rendue ça aujourd'hui. Mais le problème, tu parlais de verticalité, c'est que la vie, ça fonctionne pas de même. La société peut-être, mais la vie, ça fonctionne pas comme ça. Dans la vie, il y a des gens qui sont meilleurs, il y a des gens qui sont moins bons. Et de les mélanger ensemble, ça part d'une bonne intention. Sur papier, ça a l'air formidable. C'est comme la couleur rose. Hein. Il n'y a rien de plus beau que le rose, mais portez un chapeau rose, puis vous allez le regretter tout de suite. Le problème, c'est que ces gens-là, ensemble, font en sorte qu'on nivelle par le bas. On nivelle pas par le haut. L'élève qui a absolument aucune compétence, il sera pas meilleur parce qu'il côtoie quelqu'un qui est particulièrement bon. C'est plutôt le contraire qui va se produire. Mais ça part vraiment d'un vieux précepte dans la société. C'est-à-dire que on a un problème avec l'autorité. Tu parlais, de rétablir ou non la vieille autorité. Il n'est pas question de ramener la règle de bois, de ramener les soutanes, de ramener, l'hymne national avant de commencer la classe. C'est pas ça. C'est juste de ramener un petit peu d'ordre dans une classe. Mais ça, on a un problème avec ce mot-là parce que ordre, ça veut dire autorité. Autorité, ça veut dire mal. Ah ben, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Puis l'affaire avec les classes régulières, puis les élèves en difficulté, c'est aussi, on avait fait la promesse en se disant, ben il va y avoir des ressources et tout ça, puis finalement, ça n'a pas suivi. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec, comme tu dis, c'est pas... il y a des élèves qui se retrouvent finalement un peu orphelins et qui n'ont pas nécessairement tous les outils maintenant pour se dépasser ou juste simplement étudier dans un contexte normal. Et peut-être rapidement, tu voulais revenir justement là, sur la prise de position de Ruba Gazal. Manifestement, ça a fait réagir, ça. Ben oui, la gauche alors québécoise qui se préoccupe de tout. Sauf du Québec, hein? Sauf des travailleurs. Donc là, c'est la saison des feux de forêt. Où sont-ils? C'est la crise du logement. Le 1er juillet arrive. Où sont-ils? La crise de l'itinérance. Où sont-ils? Eh bien, ils sont à Rafah, ils sont à Sainte-Saint-Denis, ils sont partout ailleurs qu'au Québec. Et moi, j'en ai un petit peu marre, honnêtement, là, d'entendre la gauche dire... Parce que Québec solidaire a défendu sa députée en disant, écoutez, le RN, ça a été fondé par des nazis.
Hein? Donc là, tu te dis, oh là là, OK, dans le compte, c'est vrai que si ça a été fondé par des nazis, il ne faut surtout pas élire ce parti-là. Mais le problème, c'est qu'il y a... le problème, c'est une bonne nouvelle en réalité, il n'y en a plus de nazis au RN. OK? D'ailleurs, ça ne s'appelle plus le Front national, ça s'appelle le Ralliement national. Donc, il n'y en a plus. Par contre, dans le nouveau Front populaire, il y a quand même des profils assez douteux. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui est ouvertement là, de philosophie trotskiste. Hein? Le trotskisme, c'est quoi? C'est les camps de concentration, c'est cette fameuse phrase dans le terrorisme et le communisme. La gauche, hein, elle se préoccupe, elle y va à all-in. Hein? C'est le terrorisme et le communisme. Hein? On n'essaie même pas de trouver des euphémismes. Là. C'est un livre en 1920 dans lequel on disait, si vous avez fait face à un ennemi, il faut le fusiller. Donc, tu sais, si on joue à ça, là, on peut jouer dans les deux sens. Là, hein? J'ai pas envie de jouer à ça, mais c'est ça qu'ils font. Donc, et là, j'aimerais ça quand même rappeler aussi à certaines personnes qui ne connaissent pas la France, et je pense par exemple à Mme Ruba-Gazal, que dans les années 70 et 80, là où les communistes et où la gauche, disons, prolétarienne était très, très forte, c'est exactement là où le RN rentre. Si vous comparez les deux cartes électorales, vous observez à peu près, c'est comme un calque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que les ouvriers et les travailleurs se tournent vers l'extrême droite? Est-ce que ça se pourrait que la gauche les ait abandonnés? Est-ce que ça se pourrait, ça? Hein? Bon. Ben ça, tu as raison de souligner. Tu as raison de souligner qu'il y a une partie du vote là, traditionnellement plus à gauche qui s'est tournée vers le Rassemblement national et c'est pas pour rien qu'il se retrouve justement dans les intentions de vote et même ce qu'on a vu lors des élections européennes. À un moment donné, il y a une partie de la gauche ouvrière du peuple qui s'est retrouvée un peu orphelin politique, qui n'était pas écouté, entendu, et il y a eu un déplacement du vote. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que le programme économique du Rassemblement national, là, c'est quand même, ça ressemble plus à un programme de gauche économique que de droite. Donc, c'est là qu'il y a beaucoup de choses. Puis, on peut ne pas aimer, hein, ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais effectivement, peut-être d'attaquer sur le fond, sur le programme et moins sur une espèce d'argumentaire moral qui n'imprime plus du tout au sein, je vous dirais, de l'électorat quand on regarde finalement les gens pour qui ils souhaitent voter. Et aussi, peut-être en terminant, j'imagine que tu as regardé, là, mais même au sein de ce nouveau Front populaire, il y a un très grand écart. Il y a des partis, oui, de gauche, plus classiques, genre, tu sais, le Parti socialiste, qui ont décidé de s'allier avec la France insoumise, qui est plus de gauche radicale, qui a même été accusé. Il y a certains éléments là qui sont de la France insoumise qui ont été accusés aussi là de flirter avec l'antisémitisme. Alors, faut faire aussi attention là quand on décide de donner là, de son sceau d'approbation. Je pensais que c'était la préoccupation de Ruba-Gazal, l'antisémitisme, parce qu'elle dit qu'il ne faut pas voter pour le RN parce que ça a été fondé par des nazis. Je comprends plus, là. Je comprends plus. Ça tient pas la route. Merde. Rémi Villemur, à demain. À demain, bye.